Bonsoir à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler quelque chose de très important. C'est essentiel de savoir de quoi on parle quand on parle de douleur. Donc je vous ai expliqué l'importance de l'étiologie, la cause de la cause, comment le cerveau apprend, comment on fait pour faire des ponts par l'expérience avec toujours des étapes dans la rééducation. Et donc on relâche, on renforce, on réadapte. Il faut moduler le message de douleur, il faut mettre des exercices physiques quotidiens adaptés pour contrer ce schéma moteur compensatoire pathogène. La douleur, c'est un problème de schéma moteur. D'accord ? Et dormir pour consolider la mémoire et soutenir le système immunitaire par des compléments ou autres. Et donc vous êtes toujours sur quelque chose de polyfactoriel, mais quelle que soit la cause de la douleur, la perte de mobilité est une des causes de douleur. Je vous rappelle qu'il n'y a que 4 causes d'origine fonctionnelle quand on parle de douleur. Déséquilibre musculaire, déséquilibre postural, raideur articulaire, hypoextensibilité locale et raideur articulaire. Déséquilibre musculaire, déséquilibre postural, raideur articulaire, hypoextensibilité locale. Donc on a ou une hypermobilité en réponse aux rétractions à distance ou l'étirement des hypoextensibilités locales. C'est-à-dire que les algorécepteurs sont étirés, ils envoient des influx nerveux douloureux. Ou alors ça bouge trop parce que ça ne bouge pas ailleurs. C'est ça l'hypermobilité, c'est des micro-mouvements instables qui sont malgré tout traumatiques. Et donc là, vous avez l'arthrose, par exemple. D'accord ? Donc la première douleur à identifier, c'est une douleur mécanique. C'est une douleur qui est souvent liée à des mouvements ou des positions spécifiques. Donc ça peut résulter de l'usure, de blessures ou d'anomalies structurelles, des articulations, des muscles ou des tendons. Mais n'oubliez pas que vous pouvez avoir un souci fonctionnel qui, avec le temps, finit par devenir structurel et changer la structure. C'est le cas notamment des scolioses. Vous avez des scolioses qui sont d'origine structurelle, sur le plan génétique, j'entends, idiopathique, etc., on ne sait pas, et des scolioses d'origine fonctionnelle, à cause d'une mauvaise posture. Et donc ça va entraîner une déformation de posture, si tu veux, en mettant en contrainte les facettes articulaires, etc., en les décentrant. Et du coup, la scoliose fonctionnelle va devenir structurelle. Avec le temps, ça va devenir structurel. Le corps cherche à s'adapter, même du mieux qu'il peut, à l'infini. Donc, les caractéristiques de cette douleur mécanique, pour l'identifier, elle apparaît avec l'activité. Elle s'intensifie même lors de l'activité physique et diminue avec le repos. Donc elle a une localisation spécifique, elle est souvent localisée à une zone précise, telle qu'une articulation ou un muscle. Donc si vous n'avez pas de raideur le matin, prolongée, contrairement à la douleur inflammatoire, qui elle fait des raideurs matinales, on va y venir, eh ben, c'est de courte durée, c'est-à-dire que vous allez avoir un dérouillage matinal quand c'est mécanique, 15 minutes, moins de 15 minutes. Donc dans les causes courantes, vous avez l'arthrose, donc on sait que voilà, c'est une dégénérescence des articulations qui entraîne une usure prématurée de ce cartilage et d'une douleur lors des mouvements. Mais je vous rappelle que le cartilage de la hanche et du dos, donc des articulaires postérieurs et de l'acétabulum, n'est pas innervé. Il est donc insensible à la pression, techniquement il ne peut pas être douloureux. C'est-à-dire que même quand vous avez de l'arthrose, ce n'est pas vraiment l'arthrose qui fait mal. C'est ce que ça génère. C'est l'inflammation que ça génère. C'est le stress environnant que ça va générer. C'est la contrainte que ça va générer. Mais ce n'est pas l'arthrose en elle-même qui pose souci. Donc le meilleur moyen de combattre l'arthrose, c'est de soutenir une articulation. Vous comprenez bien que vous avez le système nerveux central, le système myofascial et le système osteoarticulaire. Donc le système nerveux central qui module la réponse immunitaire, qui fait la mémoire, qui unifie tout le système myofascial qui fait le système de la force, du support, etc., qui fait face à la gravité, et on est sur un système de tenségrité biologique, et le système ostéoarticulaire qui cherche simplement de forme. Et il va faire un effet de levier de force, si tu veux, de transfert de force, de levier osseux, plutôt, disons. Il va faire vraiment simplement le support de la force. Voilà. Ok ? Et donc vous êtes sur un système autocontraint, où la gravité vient d'en haut, la tension elle monte, la pression descend. Et les muscles, vous allez avoir tout ce qui est charge de compression là-dedans, au niveau des muscles et des tendons. Et donc, une articulation arthrosique, il faut la stabiliser. Et donc il va falloir la renforcer et faire en sorte qu'elle soit le plus équilibrée possible dans son environnement par rapport à la chaîne dans laquelle elle est imbriquée, aux interrelations articulaires qu'on connaît, hanche, épaule, épaule, cou, et
et aussi bien sûr la cheville, le genou, etc. Tout est lié de toute façon, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, dans les causes de cette douleur mécanique, vous avez bien sûr la tendinite, mais c'est encore une fois une inflammation des tendons due à des mouvements répétitifs ou une surcharge. Donc de toute façon, une répétition, ça finit par fatiguer le muscle et fait qu'il ne s'oxygène pas, ça manque d'oxygène. Quand vous renforcez une chaîne musculaire, c'est toujours au détriment d'une autre. Ça peut être aussi, cette douleur mécanique, une entorse, des foulures, donc c'est plutôt ligamentaire, des mouvements brusques, des chocs, vous voyez, ou des compressions de nerfs même. D'accord? Par exemple. Ça peut aussi être quelque chose un syndrome canalaire, c'est-à-dire que c'est la gaine du nerf qui est héritée. D'accord? Donc il va falloir gérer cette douleur mécanique. Donc il va falloir éviter les activités qui aggravent cette douleur. Et il va falloir corriger la posture, évidemment. Donc il va falloir surtout vous renforcer. Donc il va falloir vous masser, vous étirer pour ouvrir cette fenêtre d'intégration sur le renforcement. Parce que l'étirement c'est antalgique, le massage c'est antalgique, c'est insuffisant pour faire un ancrage cortical et que je remplace un mauvais schéma moteur ou que je vienne. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que vous êtes sur un travail passif, le cerveau n'apprend pas de manière durable. Il n'y a que le mouvement lui-même qui fait que j'apprends à long terme de manière durable. D'accord? Donc, il faut faire de la thérapie physique, mais dans l'immédiat, voilà, les valeurs sur le froid, le chaud, vous n'hésitez pas. Bon, bien sûr, tout ce qui est anti-inflammatoire naturel, on y reviendra. Les analgésiques comme, je sais pas, le pavot de Californie par exemple, ou je sais pas, n'importe, on s'en fout. Vous avez la quinine, vous avez le magnésium bisglycinate, vous avez les oméga 3 par exemple, DHA, vous avez tout ce qui est anxiolytique naturel, valériane, vous avez le kratom qui est interdit, vous avez la psilocybine, vous avez le cambo, le vaccin de la forêt, là, le venin de la grenouille qui est interdit, on s'en fout. L'important c'est de moduler cette message de douleur, d'accord? Donc de toute façon il va falloir faire de la thérapie physique, toujours pareil, thérapie physique, moduler les messages de douleur, dormir pour augmenter le seuil de tolérance à la douleur et faire que mon cerveau apprend. Si je ne dors pas, je n'apprends pas. Si je ne dors pas, je n'oublie pas. Si je ne dors pas, je ne consolide pas la mémoire et je ne répète pas l'exercice que j'ai fait la journée, l'expérience de vie que j'ai fait la journée. Et donc le sommeil est très important pour consolider un schéma moteur. Et donc dormir, ça devrait être la priorité, peu importe le type de douleur. Le meilleur médicament, c'est le sommeil. D'accord? Je le dirai jamais assez, mais le sommeil, c'est numéro 1 dans l'échelle de priorité. Si je ne dors pas, je ne peux pas apprendre. Si je ne dors pas, je ne peux pas oublier. Et on a besoin d'oublier cette mémoire de la douleur. Surtout quand on parle de douleur chronique. Parce que la douleur chronique, on le sait, elle change la biochimie du cerveau en 3 mois. Et donc elle laisse une empreinte. Deuxième type de douleur, douleur d'origine inflammatoire, donc causée, comme son nom l'indique, par une inflammation des articulations, des tendons, des muscles, tout ce qui est mou de toute façon. Hein. Donc c'est une apparition qui est plus progressive et elle reste diffuse. Donc par contre, contrairement à la douleur mécanique, on l'a dit, elle fait des raideurs matinales qui durent plus de 30 minutes. Et voilà, bon, on parle de déverrouillage matinal, je vous l'ai dit. Et elle peut persister même au repos. C'est-à-dire qu'elle peut et même s'aggraver la nuit et faire des réveils nocturnes. D'accord? Donc les zones, elles peuvent être touchées, elles peuvent être sensibles et chaudes, etc. Donc vous pouvez voir plusieurs causes. Ça peut être des bursites, c'est des bourres séreuses qui amortissent les articulations. Vous pouvez avoir de l'arthrite rhumatoïde, donc ça peut être génétique. Vous pouvez avoir des tendinites, comme toujours, surutilisation. Quand il dit surutilisation, c'est contraction isométrique sous-maximale prolongée, c'est-à-dire une contraction sans mouvement prolongé, par exemple. Donc c'est des micro-mouvements répétés. Et surtout, quand je renforce une chaîne musculaire, c'est toujours au détriment d'une autre. Donc je vais me taper un réflexe d'étirement hyperexcitable au niveau de l'antagoniste, d'accord? Et je vais stresser mon tendon par un réflexe d'inhibition autogénique, d'accord? Et ou ça peut être la goutte, d'accord? Donc des cristaux d'acide urique dans les articulations. Donc comme toujours, le froid, le chaud, voilà, thérapie cryo, anti-inflammatoire, curcuma, poivre, gingembre, oméga 3, la liste est tellement longue. La LOX, la COX, vous savez, LOX, COX, et tout ce qui est Boswellia, Serrata, tout le bordel, d'accord? Il y a tellement de plantes anti-inflammatoires, on ne pourrait pas toutes les citer, mais
Voilà, crinière de lion par exemple, qui est super aussi, hein, même sur le plan cognitif. D'accord. La sauge aussi, qui est un super anti-inflammatoire et très bon pour le cerveau aussi. D'accord, c'est un truc que je cite souvent, la sauge, qui est beaucoup trop mis de côté. Donc voilà, comme toujours, thérapie physique, gérer le message de douleur, acupuncture, peu importe la manière, il faut gérer ce message de douleur. Cataplasme d'argile, par exemple, avec de l'huile essentielle de Gualteri couché, voilà, n'hésitez pas à les pêcher dans les huiles essentielles, hein, c'est très anti-inflammatoire. Limitez le sucre et les graisses saturées. C'est pour ça qu'il faut des graisses, mais des bonnes graisses. Et donc des oméga 3 et les DHA. C'est ceux qui ont la meilleure bioaccrétion, je vous l'ai déjà dit. Celui-là que j'assimile le mieux. D'accord. Et enfin, la dernière douleur, donc c'est la douleur nociplastique. Donc eux, ils disent plutôt, on l'entend souvent plus en neuropathique. C'est-à-dire que vous avez un désordre au niveau du cerveau. Donc c'est vraiment, c'est pas une histoire de lésion tissulaire, parce que la douleur n'a rien à voir avec la lésion tissulaire, c'est une altération de la perception de la douleur, donc de la nociception. Donc il interprète plus correctement, il est en confusion corticale, le cerveau. Il a perdu, je l'ai dit, son influence inhibitrice. Il n'arrive plus à freiner ce qui monte le long de la colonne vertébrale. Donc c'est une douleur qui est constante, qui est souvent constante et qui peut durer des mois ou des années. Donc jusqu'à présent, personne n'arrive à guérir la douleur chronique dans le monde, hein, de manière officielle. Donc c'est une réponse exagérée, c'est-à-dire que le corps réagit de manière excessive aux stimuli normalement non douloureux, comme le toucher léger ou les mouvements. Et vous savez pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, vous êtes sur un truc où c'est la peau qui module le message de douleur avec la contraction musculaire qui est inconsciente. La peau, c'est déjà un cerveau mis à plat. La peau et le système nerveux partagent le même feuillet embryologique. On parle de la théorie du double feuillet, si je n'ai pas de mémoire. Et en tout cas, la peau, elle a la même information génétique qu'un neurone, mais l'information n'est pas lue de la même manière. Et donc la peau, vous avez des nocicepteurs, des capteurs de pression, des capteurs de température qui détectent avec des seuils et qui vont interpréter ça comme une douleur, le froid, le chaud, tu vois, on n'a pas les mêmes canaux. Et ceux qui vont merder dans une douleur chronique, en tout cas, c'est le TRPA1 et le TRPV1. Le nocicepteur TRPA1 et le TRPV1. Donc regardez ma vidéo sur la douleur chronique, ça sera plus simple. Je ne vais pas vous refaire la neuromatrix de Ronald Melzack et la théorie du gate control et la théorie polyvagale, système parasympathique, sympathique, c'est pas cette vidéo, mais voilà. Et vous êtes sur une réponse exagérée parce que la douleur chronique, c'est un trauma. C'est un trauma dans le sens où vous avez vraiment ce syndrome général d'adaptation. Vous avez vraiment un truc qui a dépassé les capacités d'adaptation du cerveau. Il a eu une phase d'alarme, il a essayé de faire face, ça a été trop long. Il s'est anesthésié, il s'est dissocié, boum, déconnexion, et il y a un membre qui n'est plus perçu correctement par le cortex. La peau n'arrive plus à filtrer les informations pour le cortex. Le cerveau, c'est plus ce qui fait partie de lui ou pas. C'est ça la douleur chronique. C'est vraiment cette rupture de lien fonctionnel sur un segment neurologique du cerveau à la peau. Parce que la peau focalise en superficie les informations qui circulent en profondeur. Donc vous avez des couches de peau, la peau elle doit glisser, elle a une motilité. Souvent elle n'a pas une bonne motilité parce que le muscle dessous ne va pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? La peau elle permet le glissement des plans sous-jacents. La peau, on ne le dira jamais assez, c'est la grande oubliée des ouvrages scientifiques médicaux. Alors que la peau, elle a tout en elle-même. Elle peut détecter tout et n'importe quoi. C'est un organe très riche, très intelligent. La peau, elle est tellement intelligente, elle peut détecter la géométrie des objets. De manière très précise, comme un cerveau pourrait le faire. C'est comme un processeur, en fait. D'accord ? Et la peau, elle a la capacité, si tu veux, de parler avec la moelle épinière via le neurone WDR, sans que j'ai besoin de retour d'information ni de commande motrice. Ça veut dire que la peau parle déjà avec le système nerveux autonome, tac, 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 de défense. Il y a déjà un langage interne, il y a déjà un cross-talk interne avant que mon cerveau puisse mettre la main dessus. Et donc la douleur chronique, c'est ça. C'est que le cerveau, on lui demande même plus ce qu'il pense, cognitivement, au niveau du cortex. Ça tape tout de suite dans quelque chose de très primitif par rapport à l'amygdale. L'amygdale qui crie trop, l'hippocampe qui parle pas assez, le cortex qui parle pas assez, avec l'hippocampe justement. Et l'amygdale, il est entre les deux, cortex, amygdale, hippocampe. Et donc, il y a une perte de connectivité entre le cortex et l'hippocampe. Et donc, l'hippocampe s'allume que si c'est positif émotionnellement. Et le cortex, vous êtes sur l'évaluation de cette douleur. Et l'amygdale, lui, c'est aussi la mémoire des habitudes, mais c'est surtout la posture antigravitationnelle, l'harmonisation du mouvement et la coordination du mouvement. Mais le cervelet a un rôle dans beaucoup d'autres choses. Aucune aire n'est vraiment totalement spécialisée. C'est ça qu'il faut comprendre dans un cerveau. C'est même s'il y a une spécialisation,
plus ou moins, vous voyez qu'elles communiquent, les aires du cerveau communiquent toutes entre elles pour faire une réponse globale, comme les cellules. Les cellules, elles communiquent toutes entre elles et la réponse immunitaire est toujours globale suivant la réponse du langage interne. Donc vous êtes toujours sur des multisystèmes qui répondent tout en même temps de manière, c'est très important ce que je vais vous dire, hypothétique. Le cerveau, c'est un système heuristique. Il fait des hypothèses, il teste et il répond ce qu'il pense être vrai. Et donc la douleur chronique, elle est intégrée dans le cerveau. Pour le cerveau, il connaît que ça. Il pense que le futur sera comme ça. Et donc, je vous l'ai dit, la mémoire, elle est prédictive. On pense le futur avec des souvenirs anticipés. Seulement, ce n'est pas psychologique, c'est psycho-émotionnel. Et moi, je rajouterais plus psycho-somato-sensoriel, c'est-à-dire la zone du toucher. Ça se stocke ici, ça se stocke dans la zone du toucher. Quand on a une douleur physique, c'est la même zone au niveau du rejet social. Parce que le cortex insulaire, qui évalue cette intensité de la douleur, qui fait la conscience de soi et les émotions, on l'a dit, supporte le rôle des neurones miroirs. Et les neurones miroirs, c'est le même système qui code l'action, qui la réalise. Mais c'est eux aussi qui font l'empathie, l'altruisme, la générosité, la coopération. Le fait que je peux coopérer et apprendre par le mimétisme et avoir une évolution humaine pour apprendre vite, c'est les neurones miroirs. Et les neurones miroirs, ils vont aussi agir par rapport à la musique, par rapport à l'art d'une manière générale, par rapport à l'empathie, on l'a dit, etc. Et donc, imaginer une douleur, c'est avoir mal. Donc, il y a une vraie douleur, mais le cerveau, il la stocke de manière protectrice. Tu vois ce que je veux dire? Il a stocké via l'hippocampe cette douleur de manière protectrice. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'hippocampe, c'est comme s'il a appris un truc. C'est qu'à force d'avoir mal, l'hippocampe, il a merdé. Et l'hippocampe, c'est la liaison des souvenirs, mais c'est aussi la mémoire du déplacement et de la spatialisation. Et donc, il n'y a que si je fais un mouvement actif et pas passif, c'est-à-dire que le massage, l'ostéo, je me craque, on se fait craquer, ça dure 2 jours, ça revient comme en 40, ça revient 2 jours après, parce que je n'ai pas fait travailler mon cerveau. Dans l'hippocampe, il y a des neurones-lieux qui retiennent le nom des lieux. Et donc, mon cerveau a sa capacité à savoir où il est dans l'espace. Et vu que vous êtes sur une douleur chronique, le cerveau ne sait plus où il est, le corps, dans l'espace. Donc, tant que je ne fais pas du lien fonctionnel avec un mouvement juste et corrigé, auto-contrôlé, c'est ce que j'apprends à faire aux gens quand je les ai en consultation. Je leur apprends à sentir cette sensation du mouvement, à placer leur corps et leurs membres dans l'espace, à les garder de manière alignée, à faire travailler leur contrôle moteur. Et quand je fais travailler leur contrôle moteur, en réalité, qu'est-ce que je fais travailler? Leur mémoire et la liaison de leurs souvenirs, qui est la même zone du cerveau de la mémoire du déplacement et de la spatialisation, je vous ai dit. Et donc l'hippocampe, il va emmagasiner ce stress. Et donc l'hippocampe, il est atrophié chez les douleurs chroniques. Le cortex, il est atrophié chez les douleurs chroniques, comme les dépressifs, comme les gens qui ont des TOC par exemple. Alors que l'amygdale, il est hypertrophié, il fonctionne trop. Et l'alarme, on l'a dit, c'est l'alarme du cerveau. Donc il va falloir lui faire fermer sa gueule. Et comment on fait pour lui faire fermer sa gueule? Il faut changer son attention. Si on change l'attention, on change les émotions. Si on change les émotions, on change l'attention. Et donc l'hippocampe n'apprend que si c'est positif émotionnellement. Et l'amygdale, lui, s'allume quand c'est négatif émotionnellement. Vous comprenez que quand il y a une douleur, il y a une charge émotionnelle. Et donc le souci des kinésithérapeutes standards, des ostéopathes standards ou des thérapeutes alternatifs, comme moi, souvent. Donc moi, je suis praticien de médecine holistique en réalité, plus qu'autre chose. C'est que il faut de la clinique pure et dure comme la kinésithérapie, mais il faut mettre en place de manière transversale le rôle de ces neurones miroirs dans une thérapie. Parce qu'on est des êtres émotionnels. Donc traiter que l'émotion, ça ne va pas suffire. Traiter que le mouvement, ça ne va pas suffire. C'est les deux en même temps. Donc, il va falloir augmenter notre capacité d'apprentissage. Quand vous avez une douleur chronique, le cerveau n'arrive plus à recruter de nouveaux circuits neuronaux et donc l'apprentissage est impossible. Parce que les connexions ne se font plus. C'est éteint. Et donc, le seul moyen que mon hippocampe apprenne, c'est réussir à ne plus lui faire associer mouvement et douleur. Donc, il faut trouver la bonne étiologie, donc je vous ai dit, déséquilibre musculaire, postural, raideur articulaire, hypoextensibilité locale, mais plus encore, suggérer un tableau clinique le plus détaillé possible, amnésie de ça, les inhibitions motrices, elles sont où? La posture, elle est comment? Hyperlordose, hypolordose, la syphose dorsale, elle est majorée, rectitude cervicale, la mâchoire, est-ce qu'elle est serrée? Est-ce qu'il y a une bonne coactivation psoas fessier, une bonne coactivation ischio-jambier
quadriceps? Est-ce qu'il y a une extension complète de la hanche? Est-ce que le psoas il est trop raide, trop faible? Est-ce que on est face à une inhibition motrice de tel membre? Est-ce que c'est affaibli ou hypertendu? Est-ce que c'est une hyperréactivité ou c'est le contraire? C'est une hypotonie. Quand vous avez un point trigger, c'est toujours hypertonique. C'est toujours du type 1, même que ça soit type 1 ou type 2, en termes de fibre, c'est toujours hypertonique en fait, le point trigger. Mais vous êtes toujours sur un problème d'oxygène. De toute façon, vous êtes toujours sur un problème d'oxygène et de communication cellulaire. Il y a une perte de libération d'hormones dans les tissus. Et donc le cerveau n'a plus le bon feedback neurologique. Il n'a pas le bon retour du corps, donc il peut que mal répondre. Le cerveau, même en douleur chronique, ne génère pas l'information, il fait que la traiter. Donc le problème, c'est pas vraiment le cerveau. Le problème, c'est toutes les informations qu'il prend de tous les organes, de toutes les glandes endocrines, de tout ce qui est mou, la peau, les ligaments, les tendons, les fascias, etc., les nerfs, etc. Tout ce qui est mou, ça continue à envoyer des informations à notre cerveau. Et le souci, c'est comme on l'a dit, il est en confusion corticale, il n'arrive plus à interpréter correctement. Et donc, pour lui permettre de réinterpréter correctement, comment on doit faire? On doit le sécuriser. Et donc, il faut lui redonner confiance. Et donc, il faut lui redonner confiance de manière cohérente et progressive, en dosant la contrainte. Donc, si c'est le stress qui désadapte, on se doute que c'est le stress qui va réparer, mais de manière quantifiée, ciblée et autocontrôlée et quotidienne. Vous comprenez? On parle d'une amnésie. Donc la douleur, elle s'est installée avec le temps. Donc vous êtes sur des influx nerveux, de toute façon, en neuroanatomie, potentiel d'action, l'élément de base de l'influx nerveux, j'ai le réflexe ou j'ai pas le réflexe, on est sur un truc de temps-intensité. Et donc on se doute qu'une expérience, on va pouvoir l'assimiler suivant le temps et l'intensité. Il va falloir trouver le bon temps, la bonne intensité pour pouvoir relâcher ce potentiel d'action pour que je libère mon réflexe et que j'ai plus ce réflexe de peur qui dépend d'un apprentissage émotionnel qui est relié à la fibre C et donc qui empêche cette coactivation au niveau musculaire. Vous comprenez, vous êtes sur un problème neurologique et musculaire quand on parle de douleur chronique. Vous êtes sur les deux en même temps. D'accord? Donc la douleur chronique, c'est une vraie plaie. Et je vais finir là-dessus. Et donc vous voyez que c'est une réponse exagérée au niveau de la moelle épinière et du cerveau. Parce que vous êtes sur une forme de spasticité en réalité. C'est que vous êtes sur une exagération des réflexes tendineux et proprioceptifs avec une perte de contrôle statique et dynamique entre l'agoniste et l'antagoniste. Moteur-frein. Et le réflexe est piégé. On est sur un circuit parasité auto-entretenu, avec un terrain pro-inflammatoire et pro-contractile. Et une désynchronisation au niveau des motoneurones, de la boucle de gamma. Ça n'arrive plus à se synchroniser normal. Et donc le système nerveux central, il ne sait plus où il habite. Il n'arrive plus à prendre des informations correctes au niveau du système nerveux autonome en réalité. Parce que le système nerveux autonome peut vivre sans le cerveau, l'inverse n'est pas possible. Et donc le système nerveux autonome, c'est la préservation de la vie organique. Il y a des neurones dans le ventre, il y a des neurones dans le cœur, il y a des neurones dans le cerveau. L'information, elle monte, elle est ascendante. Donc on va se douter. Je regardais ça, en plus il n'y a pas très longtemps. Apparemment, il y a vraiment un lien avec les membres inférieurs au niveau de la testostérone. Et donc, on voit que la testostérone permet de faire de la synthétisation musculaire. Et on voit que les douleurs chroniques, il y a un grand déficit. Les lombalgies chroniques, par exemple, c'est l'exemple qui est le plus connu, on a des déficits en général qui sont à 70% au niveau des muscles du dos, contrairement au ventre qui est à 40%, parce que le ratio, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il est défavorable au niveau devant-derrière, au niveau des chaînes. D'accord? On est beaucoup moins endurant dans le dos que devant. C'est ça que je veux dire en termes de qualité de fibre. Et donc, pour que je puisse travailler mon dos, faut-il que je puisse m'engager correctement devant. Donc vous avez toujours ce truc de coactivation où il faut travailler devant, il faut travailler derrière. Donc il faut renforcer le dos, mais il faut aussi stabiliser devant et permettre ce réengagement de manière pas hyperactif, mais que j'ai au moins un engagement physiologique et complet, quoi. D'accord? Bien sûr, vous avez des facteurs comme par exemple l'anxiété, la dépression, le stress qui peuvent aggraver ces douleurs parce que vous êtes déjà en état d'hypervigilance. D'accord? Le danger, il est intégré. Donc je suis déjà en mode irritable, prêt à bondir en cas de danger, prêt à réagir en cas de danger. Parce que le système sympathique, il ne s'arrête pas. Et le système parasympathique, il est fatigué. Il ne se met pas en place,
Il veut venir, hein, mais il n'y arrive pas. Parce que vous êtes sur des systèmes binaires et donc ils sont par essence instables. Vous avez toujours un système qui va tenter de remplacer l'autre. Donc le meilleur, n'hésitez pas à regarder du côté de la thérapie physique en venant me voir ou n'importe qui d'autre, hein, qui a cette vision globale, parce que la réponse elle est toujours globale. Tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale, technique de relaxation, etc., peu importe laquelle. Et la difficulté dans tout ce bordel, c'est que vous avez des douleurs souvent, tout le temps le cas on dirait, hein, de toute façon, qui sont mixtes. Parce que vous avez des douleurs qui peuvent être plus ou moins mécaniques, inflammatoires ou neuropathiques. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir une approche multidimensionnelle. Donc je pense que vous avez compris, donc les douleurs mécaniques c'est vraiment lié à des mouvements et des positions spécifiques, souvent dues à l'usure ou des blessures des articulations, des muscles ou des tendons. Douleurs inflammatoires résultant de l'inflammation des articulations, tendons, muscles, ou associées à des maladies auto-immunes comme l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde, etc. Et des douleurs neuropathiques, donc des lésions ou des dysfonctionnements du système nerveux central et donc du cerveau. Et donc ça fait ces sensations de brûlure, de picotement et d'engourdissement. Et vous savez ce que c'est le neurone WDR. Les voies de la douleur sont très proches des voies de la démangeaison. Et donc le nocicepteur TRPA1, si je t'appuie ta mal, TRPV1, c'est le nocicepteur avec lequel il se co-exprime, c'est celui de la température. Et donc c'est pour ça que vous avez ces sensations de brûlure. D'accord. Et donc c'est pas normal. Et souvent elles ne sont pas décelées en fait. Hein. Elles ne sont pas décelées au niveau palpatoire. Ces douleurs d'origine neuropathique quand elles démarrent et on finit par ne même plus savoir on laisse le cerveau se sensibiliser. Au lieu d'être très prévenant au niveau des douleurs neuropathiques, juste en tirant la peau comme ça sur certains points. Moi c'est le psoas que je regarde tout le temps chez les gens pour la neuropathie. Je regarde juste vraiment dans le pli de laine, je fais un tout petit truc comme ça et je vois si ça fait une pointe d'acide, si ça fait une pointe de feu. Et ça, c'est que c'est neuropathique. Parce que le psoas, c'est un muscle qui a le plus de nerfs impliqués dans les réponses de combat et de fuite, au niveau du danger, quand il y a un souci dans le corps. On est vraiment sur le gardien, la sentinelle de l'intégrité biologique, le gardien de l'intégrité biologique, la sentinelle du corps en cas de danger. Et donc, on regarde les points triggers du psoas pour déjà nous donner une idée. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je regarde tout le temps les points triggers au niveau du psoas pour me donner une idée du côté douleur chronique, neuropathie. Bon, après, je regarde ailleurs, évidemment, mais je regarde systématiquement cela, pour ce truc-là de la peau, cette sensibilité cutanée. Parce que vous avez vraiment un lien entre la sensibilité cutanée et les troubles neurologiques. D'accord. Donc, vous avez des mélanges, vous voyez, quand c'est chronique, de douleurs mécaniques, inflammatoires, et donc nociplastiques. Et c'est ça la difficulté. Donc, n'hésitez pas vraiment à gérer les trois en même temps. Essayez de bouger le mieux. N'hésitez pas à dormir, à bouger le plus correctement possible, régulièrement possible, faire des exercices spécifiques adaptés à votre condition, une approche multimodale avec des techniques de relaxation. Moi j'aime bien par exemple les bains froids, j'aime bien pourquoi pas les tables d'inversion, les ventouses, l'acupuncture, l'acupression, l'argile, le cataplasme, les automassages, les étirements, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est simplement pour permettre au cerveau d'apprendre par le mouvement. S'il n'y a pas d'exercice physique, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de consolidation de mémoire, il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien. La pierre angulaire de la rééducation, c'est le mouvement, mais pas n'importe comment, parce que je marche déjà avec des compensations. Tant que je n'ai pas la sensation du mouvement, le bon membre qui est recruté, quand je fais mon mouvement, la bonne contraction, le bon muscle qui se contracte et pas un autre, parce que ma stratégie d'évitement de la douleur, elle a fait en sorte que c'est d'autres muscles qui font ce travail-là, et donc je vais avoir une prédominance d'un muscle, et cette prédominance, genre une prédominance d'un muscle qui va entraîner une incapacité à en recruter un autre, ou alors je vais avoir un muscle principal qui est absent dans le schéma, parce qu'il est dead, il est game over, il est inhibé, vous comprenez? Et ben c'est les synergistes qui vont travailler trop pour lui, et donc ils vont dominer, et donc ils vont devenir dominants. Donc vous avez ou cette prédominance qui fait que le reste n'arrive pas à se coactiver, ou vous avez un muscle principal et la dominance, c'est les synergistes, c'est les muscles avec lesquels il travaille. D'accord? Et donc il faut identifier, et donc ça passe par des bilans musculaires, des bilans orthopédiques, des bilans posturaux, et des bilans d'équilibre, de stabilité, etc., que je fais en cabinet pour un peu comprendre le schéma moteur compensatoire pathogène
qui est le vôtre, pas celui du voisin. D'accord? Gérer le stress, c'est essentiel aussi, parce que le stress, c'est bon pour rien. Le stress, c'est pas la vie est dure, c'est le danger. Le stress, c'est lui qui va décider si la cellule, elle vit ou elle meurt, concrètement. Hein. Le stress va décider le destin de la cellule, par l'intermédiaire de la protéine P53, par exemple. Le stress va aussi bien réparer l'ADN, mais s'il est trop long, il va tuer la cellule et faire que l'ADN il meurt. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc le stress, c'est lui qui fait l'adaptation. Donc le stress, il est positif. C'est le stress prolongé qui est néfaste. Vous voyez la nuance? Et donc il va falloir quantifier ce stress, doser la contrainte, parce que vous êtes sur un système autocontreint, un système de tenségrité biologique. Les tendons et les ligaments eux-mêmes tendus font que les muscles compriment les articulations. La cellule, elle détecte son environnement mécanique, elle convertit les informations en signaux chimiques. Les informations mécaniques en signaux chimiques. Et donc la cellule, elle a une putain de posture. Et voilà, donc quand vraiment il n'y a pas le choix, bien sûr, il faut se faire opérer. Hein. Je ne suis pas contre les opérations, mais il faut toujours aller au plus loin du traitement conservateur quand cela est possible. L'opération, c'est vraiment quand il n'y a vraiment plus le choix ou que structurellement, c'est vraiment plus possible pour permettre la fonction. Mais dans tous les cas, il va falloir retourner vers le mouvement le plus tôt possible, même après une opération. Parce que sinon, on va encore perdre plus du lien fonctionnel, neurologique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'espère que ça vous a intéressé les amis, je vais m'arrêter là, parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos, peut-être des fois qui sont un peu trop longues, donc là je vais essayer de vous faire une vidéo un peu plus courte, d'accord? Donc prochaine vidéo, je ferai une vidéo d'exercice, donc je vous remercie de votre soutien les amis, je vous fais des bisous, et j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite beaucoup de courage, et comme toujours, bons exercices.